Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, comme vous en avez l'habitude, je vous fais l'épisode résumé du jour. Aujourd'hui, c'était Florent Valentin, maître jardinier des jardins conservatoires de plantes tinctoriales de Loris, qui était là pour clôturer ce rebond de la quinzaine de l'agriculture tinctoriale. Il avait déjà clôturé la session de mars. Et comme d'habitude, c'était extrêmement passionnant. Donc il est revenu sur son parcours, qu'il a amené sur la route de Michel Garcia et de la création du conservatoire de plantes tinctoriales à Loris. On est ensuite arrivé sur le sujet de l'acclimatation, parce que je lui avais livré que c'était vraiment un sujet qu'on me demandait énormément. Donc la première remarque qu'il nous a fait, c'est de regarder en fonction de son sol, l'acidité, si c'était un sol calcaire, le pH, etc. 2, le climat, savoir si c'était pour faire du rendement ou juste faire des essais. Et donc là, il nous a livré quelques tips pour acclimater des plantes tinctoriales. Ce qu'on a vu, c'est que c'était quand même un investissement en termes de temps, de soins à apporter, mais aussi de matériel, des serres pour certaines plantes tropicales. Il fallait assurer le taux d'humidité, il fallait mettre des brumisateurs. Voilà, donc l'acclimatation, c'est très bien, mais ça peut aussi avoir un revers, point de vue, investissement, temps et matériel. On a parlé aussi du réchauffement climatique et des éventuelles plantes qui pourraient arriver sur le pourtour méditerranéen et est-ce qu'il était possible d'envisager une relocalisation de certaines plantes lointaines dans le sud de la France. Là, on a pris l'exemple du nopal, donc le cactus sur lequel vient se reproduire la cochenille, donc il y a un insecte qui donne un rose fuchsia magnifique et des dégradés dans ces tons-là. Et donc il nous disait que en fait ce serait complètement possible de cultiver donc le nopal pour l'élevage de cochenilles, mais il fallait conserver cette histoire de faire des rangées, une rangée qui est infestée entre guillemets, des rangées saines pour avoir la plante qui se développe et ce serait carrément possible. Donc là on n'est plus sur du végétal au sens pur, colorants végétaux, mais colorants animaux. On a parlé ensuite des différentes plantes qui pourraient être adaptées à la culture dans notre pays, donc la France, qui soient des plantes grand thym, mais moins connues que les fameuses stars qu'on voit toujours, à savoir la garance, le réséda, le pastel et la persicaire. L'idée, c'était je lui ai demandé de faire une sélection de plantes à couleurs qui seraient grand thym, donc résistantes au cahier des charges de nos entreprises dans le textile, donc à savoir résistantes aux UV, résistantes au frottement et résistantes au lavage. Et donc on a abordé plusieurs cultures qui seraient adaptées à notre terroir global en France, mais qui étaient par exemple pour le rouge un peu plus longues. Donc sur le rouge, on a parlé de l'aspérule des teinturiers. Il nous a donné tous les tips de culture, de comment ça fonctionnait, ce qu'on récoltait et quelle était la partie tinctoriale. On a parlé du Gaillet du Nord, de son mode aussi de division, de la durée de sa culture. Donc c'est des plantes cousines de la garance. On a parlé aussi du sorgho cambicum, donc le sorgho qui donne un rouge, donc notamment par les gaines. Il nous a donné des astuces improbables que lui avait livré Michel pour entretenir le rouge, entretenir le colorant. Franchement, c'est extrêmement passionnant à chaque fois que Florent intervient. Ensuite, on est passé sur les jaunes. Donc, quel jaune solide, quel jaune grand thym pourrait tout à fait convenir chez nous. Donc, on a parlé de la sarrette des teinturiers. Il nous a parlé des ravageurs qui pouvaient être présents, de l'avantage versus la gaude. On a parlé ensuite du datisca, donc ou chanvre bâtard, facile à cultiver. Il nous a aussi parlé d'où il se procurait ses graines quand c'était pas des dons. Donc ça c'est intéressant parce que je sais que c'est des choses qui sont fortement recherchées, de la conservation de ces graines.
Et on a parlé aussi du Daphné Nidium qui avait été abordé par Dominique Cardon. Donc là, il s'est projeté en se disant est-ce que ça pourrait être adaptable et cultivable à plus grande échelle. Ensuite, on est passé sur les bleus. Donc on a parlé du pastel de Chine, qui est une sous-espèce du pastel qu'on connaît. On n'a pas pu s'empêcher de parler de la Persica indigo, donc cette star. Le problème qu'on a vu, c'était essentiellement le besoin en eau de ces plantes-là. Et donc ce sera une thématique qu'on abordera dans la prochaine quinzaine tinctoriale, c'est-à-dire quelles sont les plantes les plus adaptées aux besoins en eau. J'ai voulu avoir son retour d'expérience en tant que jardinier sur le clérodendron. Donc ce fameux arbre qui donne des baies avec du bleu soluble à l'intérieur, donc un bleu direct dont la couleur est passionnante. La première à m'en avoir parlé, c'est Mathilde Coin de Hall. Et je sais que Michel Garcia a fait aussi un article sur son Facebook que je vous invite vraiment à suivre. C'est un puits de savoir, Michel, sur le clérodendron. On a également eu des questions sur le Strobilanthes cusia. Donc comment ils avaient essayé de le travailler à l'oris, quelles étaient les astuces pour que ça fonctionne, et les ravageurs. Ensuite, on a parlé des arbres qui pouvaient être acclimatés et qui pouvaient être source de tanins et autres. Donc on a parlé notamment de l'acacia du Nil, de l'eucalyptus, du faux poivrier des Andes. Voilà. On a parlé aussi de biomordants parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les auditeurs. Donc des biomordants mais de notre pays. Donc pour ne pas aller les chercher loin. Donc on a eu 5 sources de biomordants avec des retours d'expérience des gens qui étaient autour de la vidéo. Et on a parlé également de la formation que proposait Florent avec Couleur Garance sur culture, adaptation des plantes, enfin sur les plantes tinctoriales. Donc vous retrouvez tout ça sur le site de Couleur Garance. Les sessions arriveront en 2025. Et ensuite, Florent a répondu aux questions diverses qui sont tombées sur le sarrasin, sur d'autres plantes, sur le grémille, sur le murasaki. Bref, on a eu pas mal de questions. C'était intéressant d'avoir ce retour d'expérience et ce partage d'informations. C'était donc la dernière intervention de la quinzaine de l'agriculture tinctoriale, le rebond d'octobre. Je suis très très motivée à faire une session en mars pour continuer à avancer. J'ai des super bons retours comme quoi ça va encore plus loin, ça crante, ça structure, etc. Je suis ravie d'entendre ces témoignages. Du coup, il faut vraiment que je m'organise pour mars et donc je vous en parlerai si j'arrive à organiser tout ça. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!